On est dans le premier bâtiment totalement ravagé par le tsunami. Nous sommes arrivés à Osaka et on est en plein centre d'Osaka, dans l'une des rues, je pense, les plus connues qui longent le fleuve. Tous les restos ont des devantures extravagantes, c'est vraiment cool. Il fait aux alentours de 35 degrés, donc on va se balader tranquillement et on va revenir de nuit pour voir cette même rue et les rues adjacentes, mais illuminées. Thank you very much. Et joyeux anniversaire. Baby Guinness. C'est la Guinness. Nous sommes mercredi et je pars bientôt du Japon, d'ici une semaine. Actuellement nous sommes à Nara. Le problème c'est que entre Nara et Tokyo on n'a pas de point d'intérêt. On a regardé pour éventuellement trouver des lieux abandonnés cool à faire. Mais le problème c'est qu'il n'y a rien vraiment entre Nara et Tokyo. Il y a pas mal de lieux abandonnés qui nous intéressaient, mais c'était plus du côté de Fukushima avec la catastrophe naturelle et les villages qui ont été interdits de visite pendant plus de 10 ans. Et donc on s'est motivé à prendre la route direction Fukushima. Il y a 15-16 heures de route, 730 km. Donc niveau timing c'est très serré parce qu'il y a 15 heures pour aller dans la région de Fukushima, visiter cette région, essayer de trouver des trucs abandonnés cool, voir un petit peu l'atmosphère des villages abandonnés. Et ensuite on veut absolument, ça c'est l'une des missions principales, c'est gravir le mont Fuji. Donc en moins d'une semaine on doit se faire énormément de routes, visiter des bâtiments abandonnés autour de la centrale nucléaire de Fukushima qui a pété en 2011 et ensuite reprendre la route pour aller au mont Fuji. Est-ce que c'est possible? On va voir. On va essayer de le faire du moins. Donc c'est parti pour 16 heures de route. On est jeudi et après environ 19 heures de route, il nous reste plus qu'une demi-heure pour atteindre les communes à côté de Fukushima. Petite pause, dernière pause, on prend des vivres et après on va dans le chaos. Nous sommes enfin arrivés dans la préfecture de Fukushima. Je vais faire un rapide résumé. À Fukushima en 2011, il y a eu une catastrophe naturelle qui a entraîné une catastrophe nucléaire. Il y a eu un séisme, un tremblement de terre dans l'océan de magnitude 9 sur l'échelle de Richter.
C'est le séisme le plus gros qui a été recensé par l'humain, tout simplement. Ce séisme a engendré une vague de plus de 15 mètres qui s'est abattue sur le Japon. Et grosso modo, ça a détruit les moteurs qui servaient à refroidir la centrale nucléaire de Fukushima. C'est un peu plus technique en réalité, mais grosso modo, c'est ça. Suite à ça, la population a été évacuée et a laissé derrière eux toute leur vie, tout simplement. Et les 3-4 jours qui ont suivi, tous les réacteurs de la centrale nucléaire ont explosé. Aujourd'hui, on est à Nami. Nami comptait autrefois 20 000 habitants. Aujourd'hui, Nami est réouvert et compte seulement 2000 habitants, 10 fois moins. Et de ce fait, il y a énormément de maisons sur la route. On a croisé énormément de maisons et de lotissements totalement abandonnés. Donc c'est barricadé, la plupart sont surveillés par la police. Tout à l'heure, j'ai même cru qu'on était en train de se faire suivre par la police dans une petite rue. Et là, par exemple, juste derrière moi, un magasin qui est abandonné donc depuis 2011. Là, il commence déjà à se faire tard, il est 17 h, mais on va rester dans la région aussi demain et on va essayer de filmer et de trouver des endroits, des lotissements, des magasins un peu post-apocalyptiques pour vous montrer tout ça. On est dans la ville de Nami et dans le centre-ville finalement. Il y a pas mal d'habitants qui sont revenus et la ville s'est reconstruite. Par contre, dès qu'on s'éloigne un tout petit peu du centre-ville, eh bien, on a, comme derrière moi, des bâtiments abandonnés. Ici, on a un ancien coiffeur. Je vais essayer de me rapprocher, mais il y a vraiment la police qui tourne vraiment tout autour. Tout à l'heure, on a filmé rapidement un petit quartier où il y avait que des maisons, dont des maisons qui avaient vraiment l'air toutes neuves. Et le monsieur nous disait qu'il ne pouvait rien faire parce que c'était encore trop contaminé. Donc il ne pouvait pas démolir pour reconstruire par-dessus, il devait encore attendre. Et donc c'est pour ça que c'était barricadé et que la police surveillait ces places. Ça fait partie des petites maisons neuves qui sont encore en super bon état. Et il y en a des milliers, Et c'est pas les plus belles, hein. Franchement, il y a des maisons d'architectes vraiment magnifiques. On a un peu peur de rentrer dans les lieux, tout simplement parce que c'est encore hyper radioactif, évidemment. Donc pour l'instant, on fait les choses bien. On nous a conseillé de mettre des manches longues, que ce soit pour les bras comme pour les jambes. Et je pense qu'aujourd'hui, on va se contenter de regarder les extérieurs des endroits abandonnés. Mais on est tout seul en tout cas, on est dans ce petit hameau en tout cas, on est tout seul, on a juste vu une voiture de police tout à l'heure. Il faut savoir que Nami est en bord de mer, donc elle n'a pas été épargnée ni par le séisme, ni par le tsunami, ni les radiations de la centrale de Fukushima. Deuxième jour sur Fukushima. On est encore à Nami, on a dormi sur un parking. Et là il est 6 h30. On va se prendre un café, se brosser les dents, faire une petite toilette dans un petit magasin. On a dormi juste à côté d'un magasin. Et on va se diriger rapidement vers les zones abandonnées avant que la police ne s'y installe. Allez, c'est parti. On commence tranquillement, mais on est tellement proche de la centrale. Là, on est à côté de la mer et il y a une école qui a subi donc le tsunami, qui est visitable. Ils ont aménagé entre guillemets un des étages et on peut la visiter, mais à partir de 9 h30. Sauf que là, il est 7 h30, donc on va pas perdre de temps et on va essayer de trouver d'autres trucs abandonnés le long de la plage. On est dans le premier bâtiment totalement ravagé par le tsunami. Donc ça semble être des toilettes et douches publiques, étant donné qu'on est à côté de la plage. Et regardez-moi ça quoi.
On est peut-être dans une salle de repos. Il y a énormément de tapis japonais. Attention, ça c'est pas solide. Je disais, il y a énormément de matelas typiquement japonais pour se reposer, faire la sieste. C'est assez classe. On vient tout juste de passer devant la centrale en question et sur la route principale il y a la police un peu partout. Je pense qu'on n'a même pas le droit de s'arrêter ni même de sortir de la voiture dans cette zone. Mais par contre ce qui est étonnant c'est qu'on puisse passer vraiment à côté quoi. Le système de dépollution il est simple, c'est soit ils rasent les bâtiments, soit ils viennent creuser avec des pelleteuses à la surface de la terre pour enlever le maximum de terre polluée. Et ensuite, la terre, ils viennent la mettre dans des gros big bags, donc dans des gros sacs, ou alors ils font des gros tas de terre polluée, et par-dessus, ils vont mettre juste des bâches. Donc il y a des champs entiers avec des bâches. En dessous, il y a de la terre polluée, ou des gravats pollués. Ce qu'on veut, c'est surtout pouvoir rentrer dans les magasins, voir si s'il reste des choses, si ça a été figé dans le temps, c'est vraiment ce qu'on aimerait. Mais en tout cas pour le moment, sur la route, pratiquement tout est abandonné. Magasin comme maison, c'est assez bizarre. Là on est dans un ancien magasin d'électroménager. L'ambiance est très bizarre. C'est calme, on sait qu'on n'a pas le droit d'être là. Il n'y a plus rien dans les rayons. Là on est dans ce qui semble être la salle de pause. Alors ce qui est drôle c'est que les gens ils ont forcé le distributeur à boissons alors que dans la réserve il y a encore des PC neufs dans des cartons. Il y a encore des canettes. Première grosse visite, assez cool, assez stressant, un peu bizarre quand même. Tous les rayons étaient vides. Il faut savoir que 2 ou 3 ans après la catastrophe, il y a certaines zones qui ont été autorisées aux propriétaires pour venir chercher leurs affaires. Donc je suppose que les proprios de ce magasin d'électronique est venu donc avec des poids lourds, des camions pour récupérer tout le matériel qui restait. Mais on peut quand même retrouver des articles encore emballés comme un PC portable totalement neuf. Et dans la réserve d'autres petits objets avec beaucoup moins de valeur. Mais c'est vraiment très cool comme première grosse visite. Là on se trouve sur un grand parking d'un Niraku. Niraku c'est l'équivalent du casino au Japon. Donc on va essayer de voir s'il y a une ouverture. Ça serait sympa de voir des machines à sous. Ah non! Ah non! Alors à défaut de pouvoir rentrer dans le casino, il y a un petit resto
donc dans le casino. Et là on peut rentrer. Ça pue. J'ai lu sur internet que même dans les grands supermarchés abandonnés, quand tous les gens sont partis, donc tous les rayons étaient pleins, mais tous les rats ont mangé la nourriture. Donc il y a tous les emballages, mais il n'y a plus du tout de nourriture en sachet. Et ici c'est la même chose, et je le reconnais à l'odeur, parce que ça pue la merde de rat en fait. Et il y en a dans tous les sens, donc on va éviter de toucher à quoi que ce soit. Tu veux que je te fasse un ramen, Léa? Ah, c'est le truc pour faire les tickets. Les amis, il y avait une porte ouverte, finalement, juste avant d'abandonner. Donc là, on est dans le casino. Putain, les gars, on est dans le casino. Franchement, on n'y croyait absolument pas. Parce que toutes les portes sont barricadées. On a testé toutes les portes métalliques autour. Et juste avant de partir, juste après le petit resto, on en voit une au loin, on se dit bon allez vas-y. Et là je clenche et la porte s'ouvre. Donc c'est incroyable. Donc on a pu voir énormément de pièces, de jetons au sol comme celui-ci. Tout simplement parce que les jeux d'argent sont interdits au Japon. Et donc pour contourner un petit peu la loi, il existe ce genre de casino entre guillemets où vous gagnez des jetons et avec ces jetons vous pouvez avoir des lots. Et généralement les Japonais donc jouaient, gagnaient les lots et les revendaient par la suite. Bah écoutez, à ma grande surprise, pas très loin, juste peut-être 2 km du premier casino, bah on en a un deuxième. Là, contrairement au premier casino, bah celui-ci, quasi toutes les machines ont été démontées. Donc il y en a encore sur place, démontées. Il y en a encore certaines en place, mais la plupart ne sont plus là. On est dans les bureaux, dans la pièce de surveillance avec les caméras de sécurité. C'est assez marrant. Évidemment, ça a été pillé. Si vous voulez, vous pouvez avoir votre carte de joueur
calendrier de 2011. Là on est dans un bâtiment, je sais pas encore ce que c'est. Il y a pas mal de bâtiments tout au long de cette même route, mais depuis 2 ans, ils ont accéléré les démolitions. Donc il y a un magasin de vêtements qu'on voulait voir, ainsi qu'un restaurant japonais qui ont été démolis courant de l'année dernière. Mais c'est pas grave, il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a plein de bureaux, et là on est dans un autre bâtiment, et il y a un distributeur de bière les amis. Il est encore tout propre. Je sais pas si on va aller plus loin parce que je sais pas si on voit sur la caméra, mais à l'extérieur, derrière la forêt c'est la centrale, et il y a des barrages un peu partout. On veut surtout pas finir en prison au Japon. Là on est dans ce qui semble être une sorte d'hôtel avec différentes chambres. Tous les affaires personnelles des gens. Là on a encore le PC. Le type s'était acheté des cartouches de clopes. Un paquet de clopes de... Ah putain. Ah, je fume pas mais c'est trop cool. On vient de sortir de l'hôtel, je sais pas, c'est peut-être des chambres d'ouvriers aussi. Donc c'est abandonné évidemment depuis 2011. Et j'ai trouvé une petite boîte. Généralement on prend rien sur des lieux abandonnés comme ça. Mais là j'ai trouvé ces petites boîtes là. Avec à l'intérieur des petites pièces. Ce sont des pièces de 500 yens. Il y en a 26. Et au total il y en a pour 76 €. 76 € en pièces de 500 yens. C'est dingue quand même. Je pouvais pas les laisser, si? Non. On vient de trouver une école. Apparemment dans la ville il y en a 2 et les 2 sont abandonnés. Bientôt en destruction. Je sais pas du tout si on peut rentrer, mais on pourra au moins filmer de l'extérieur. C'est un énorme bâtiment. Pour l'instant j'ai pas l'impression que l'école en elle-même soit ouverte, mais on a pas mal de bâtiments sur les côtés. À côté justement des terrains de sport qui sont totalement envahis par la végétation. Il y a des équipements sportifs. Donc là on a des balles de tennis, on a des raquettes de tennis ici. Ici on a des chaussures de foot. On a encore plein de mangas là-bas. On a même des feux d'artifice. C'est les chaussures des élèves qui sont encore dans leur casier. On a rencontré 2 Français, 2 personnes qui voyagent et qui explorent des urbex, des endroits abandonnés comme ça. Et ils nous ont donné 2-3 adresses, donc on en profite, on continue. Juste à côté de moi, un parking avec quelques véhicules abandonnés du coup depuis 13 ans, comme le témoigne l'état des pneus. Et ici, il me semble que c'est des bâtiments médicaux, peut-être éventuellement un hôpital, donc si on arrive à rentrer à l'intérieur, ce serait assez cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Nous sommes dans un hôpital. L'hôpital est resté intact.
Je vous avoue, ça fait un peu flipper, c'est bizarre. À mon avis, on est plus dans un EHPAD qu'un hôpital. Il y a des couches pour adultes. Des dizaines de PC. Des fauteuils roulants. On fait une course de fauteuils roulants. Là, on entre dans un autre bâtiment encore, en face de l'EHPAD. Et il y a de l'équipement sportif. Il y a le jacuzzi, mais il y a même le hammam. Alors, là on y voit un peu plus clair. Ce bâtiment-là, c'est l'EHPAD qu'on a fait juste avant. Le bâtiment qu'il y a là, qu'on vient de faire avec la piscine et le matériel de muscu, c'est le bâtiment justement de remise en forme. Et derrière moi, le grand bâtiment, c'est l'hôpital. Donc on va essayer de rentrer dedans. Contrairement à l'EHPAD où il y a tout, même les effets personnels des patients, ici tout a été vidé, il n'y a plus rien du tout. Là on se trouve dans un lycée, je suppose, plutôt technique, parce qu'on a vu d'autres bâtiments où ils travaillaient la pierre ou le bois. Là j'ai plutôt l'impression que c'est des tables de dessin techniques, je pense. Comme ça, ça vaut le coup. On n'a peut-être pas réussi à rentrer dans l'école. Mais on a réussi à rentrer dans le gymnase. On termine. On vient de terminer avec les hôpitaux. Et on se dit qu'on aimerait bien plutôt visiter des maisons. Donc là on a trouvé celle-ci. On va voir si on peut rentrer et voir s'il y a des choses dedans. Notre aventure à Fukushima s'arrête là. Franchement, pas déçu d'avoir fait ces 19 heures de route. On pourrait clairement rester dans la région une semaine facilement. Je pense, si on veut prendre son temps à tout visiter, à prendre de belles photos. Mais c'est pas possible pour nous. Nous, on veut absolument gravir le mont Fuji et pour ça, il nous faut du beau temps. Et on sait que les 2-3 prochains jours, il fait super beau et qu'ensuite, le temps se dégrade. C'était une semaine plein d'exploration. Je pensais vraiment pas qu'en arrivant au Japon, ce qui nous intéressera le plus, ce serait d'aller visiter des bâtiments abandonnés. Mais c'est le cas. Hein.
J'espère que la vidéo vous a plu, en tout cas nous on a bien profité. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.